Bienvenue au grand rendez-vous et bonjour à tous. Bonjour Gilles Kepel. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Professeur des universités, bien sûr, auteur de très nombreux ouvrages dont le dernier en date s'intitule Prophète en son pays aux éditions de l'Observatoire. Avec vous, Gilles Kepel, nous allons parler du message et des paroles du pape, notamment sur les migrants, affirmant que les migrants n'envahissent pas mais cherchent l'hospitalité. Nous évoquerons aussi la place des religions en France et donc de la laïcité, souvent attaquée dans notre pays. Nous aborderons également les violences dans notre pays avec la police attaquée hier en marge de la manifestation, je cite, contre les violences policières. Et puis au menu aussi l'idéologie wokiste qui ne vous a pas épargné vous-même. Et pour vous interroger ce dimanche, je suis entourée de mes camarades. Nicolas Barré des Échos, bonjour à vous Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté, bonjour Mathieu. Bonjour. Gilles Kepel, en marge de la manifestation hier à Paris contre, entre guillemets, je cite, les violences policières, un véhicule de police a été violemment attaqué à coups de barre de fer. C'est une attaque d'une très grande violence. L'un des policiers a dû sortir son arme en guise d'avertissement. Il a montré beaucoup de sang-froid. De quoi, selon vous, cette violence est le révélateur aujourd'hui ? Elle est le révélateur d'une espèce de débat qui ne se fait plus dans notre société et de la prise en otage de celle-ci par des propos extrêmes. Quand on attaque la police avec cette violence, on prend beaucoup de risques. Il se trouve que le calendrier veut que demain, lundi, commence à la cour d'assises spécialement constituée de Paris le procès non pas de l'assassin, mais de l'affaire de Magnanville, l'assassin est mort, où deux policiers ont été sauvagement poignardés par un détenu, un ancien détenu qui se réclamait de Daesh, de l'État islamique. Et je crois qu'il faut toujours se rappeler ce genre de choses, c'est-à-dire que à force de vouloir utiliser la violence contre la police, finalement, on glisse assez facilement vers des événements de ce type. Et ça, je crois que c'est particulièrement dangereux. Chacun d'entre nous a eu des soucis avec la police dans des contrôles routiers. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas forcément tout à fait éthiques dans leur comportement, mais il faut bien reconnaître aussi que quelqu'un comme moi doit sa survie à la police. Quand j'ai été condamné à mort justement par l'assassin des deux policiers, la Roussi Abala, j'étais sous protection policière et les gens qui étaient là pour faire en sorte que je puisse continuer à m'exprimer ou à vivre tout simplement risquaient leur vie pour moi, pour un salaire assez faible, si vous voulez. Donc je crois que là, il faut quand même raison garder et qu'à force de partir en vrille comme ça me fait penser un peu à la situation de la République de Weimar, si vous voulez. Vous aviez l'extrême gauche de Karl Liebknecht et Rosa Luxembourg à l'époque qui partait dans la violence, etc. Et finalement, tout ça a fait que la société a basculé et que, comme vous le savez, ça a mal fini et que la droite la plus extrême s'est emparée du pouvoir. Donc je crois qu'il faut quand même là, y compris quand je vois des élus de la République avec leur écharpe tricolore. Ils participent à nourrir cette violence. Dans la manifestation, je suis très préoccupé sur la façon dont fonctionne aujourd'hui, où est arrivé le débat démocratique dans notre société. Mais vous avez fait référence à la violence de Daesh, donc une violence proprement islamiste, mais les violences dont on a parlé hier contre les policiers, est-ce que ce n'est pas un autre type de violence contre les policiers, alimentée par une rhétorique décoloniale, indigéniste, qui distingue de la rhétorique islamiste? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, Daesh comme tel n'existe plus en tant qu'organisation. Et a été remplacé, et c'est ce qui avait abouti du reste à l'assassinat de notre collègue Samuel Paty, a été remplacé par ce que j'ai appelé le djihadisme d'atmosphère, ou que ce soit du djihadisme ou autre, une espèce d'ubiquité dans les réseaux sociaux, de ce mélange de haine de la France, de désignation de cibles, etc., et surtout de désaffiliation par rapport à la société française. Et ça, je crois que c'est un processus extrêmement dangereux, dont influenceurs de toutes sortes et autres, avec des liens à gauche et à droite, si vous voulez, portent une lourde responsabilité. C'est un véritable défi pour nous aujourd'hui et je crois qu'il importe d'être très vigilant là-dessus. Gilles Kepel, il y a ceux qui attaquent avec cette grande violence, avec des barres de fer. Et il y a, j'allais dire, une deuxième ligne qui criait hier « butez-les, butez ces
ces flics, on sait qu'évidemment, dans la très grande majorité de la population, et nous le verrons tout à l'heure dans un sondage, les Français soutiennent la police. Comment vous expliquez que cette forme d'idéologie anti-police soit ainsi diffusée dans une partie de la société et chez les plus jeunes en particulier? Oui, enfin, en même temps, si on regarde l'importance des manifestations, il n'y avait pas grand monde, hein. Il faut bien voir que ce qui surtout choque aujourd'hui, c'est la violence des propos, c'est justement le fait qu'un certain nombre d'élus en écharpe tricolore, qui n'ont même bien sûr pas attaqué les policiers, mais enfin faisaient partie des manifestations, même s'il y a eu des débordements. Enfin, ça n'est quand même pas une partie de la population très importante. Je crois que ça, c'est un premier point. Le deuxième, c'est la polarisation des débats aujourd'hui. Quand on voit le spectacle de l'Assemblée nationale lors de cette législature, enfin, on se demande ce qui se passe véritablement. Oui. Quoi. Vous pointez la responsabilité aussi des réseaux sociaux dans ces dérives. Mais la question ensuite qu'on peut se poser, c'est jusqu'à quel point est-ce qu'il faut restreindre la liberté d'expression sur ces réseaux sociaux? Comment est-ce qu'on fait pour éviter ces dérives justement du fait des réseaux? Alors, le problème des réseaux sociaux est immense parce que par définition, ils n'ont pas de frontières. Et vous pouvez mettre de n'importe où. Cela étant, aujourd'hui, la contrepartie de l'ubiquité des réseaux sociaux, c'est que on peut observer électroniquement d'où ça vient, etc. Et donc exercer une forme de contrôle a priori si des individus sont présents sur le territoire français, prendre des sanctions contre eux, etc. Mais évidemment, ça pose le problème du rapport entre le fondement de notre système démocratique et puis ce monde incontrôlable du web où tout passe et où il n'y a plus de responsabilité, si vous voulez. Après, sur un média, si quelqu'un n'est pas content de ce qu'on dit aujourd'hui, vous ou moi, peut nous intenter une action en justice, mais sur les réseaux sociaux, on n'a personne à soulever. Hier, dans le cortège, Assa Traoré qui était présente, et là je veux qu'on parle aussi des symboles dans ce genre de manifestations, même si elles sont, comme vous l'avez rappelé, très peu suivies. La sœur de Dama Traoré était présente et elle a fustigé les violences policières, elle a dénoncé l'islamophobie et elle dit se battre et défiler pour l'abaya. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui d'un tel discours mélangeant des violences entre guillemets policières, une islamophobie, donc un système qu'elle estime systémique dans notre pays, et puis se prononçant pour l'abaya? Comment on peut lutter contre ça aujourd'hui? C'est très typique de ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle le mash-up, je crois, c'est ça dans le langage des internautes, c'est-à-dire qu'on mélange un peu tout et on utilise des arguments qui sont disparates pour essayer de se focaliser sur un but unique, c'est-à-dire la mobilisation. Et évidemment, ce slogan, c'est aussi celui d'un certain nombre de politiciens en ce moment qui, dans la perspective de gagner des voix aux prochaines élections municipales, essaye d'assigner une partie de la population dans une identité d'origine dont ils ne pourraient pas se sortir, les désignent comme des victimes nécessaires et se font leur porte-voix, se font les tribuns de ce peuple issu de l'immigration, auquel, au lieu de faire en sorte qu'ils puissent se développer en syntonie avec les valeurs de la société française dont ils font partie, s'efforcent de les assigner dans leur statut de victime pour récupérer un certain nombre de voix. Et ça, je crois que c'est un processus qui est aussi très dangereux parce que non seulement, de mon point de vue, c'est le contraire, si vous voulez. Moi, je suis un fils d'immigrés, comme un certain nombre d'entre nous autour de cette table. Nicolas, ne nous regardez pas avec un air méchant. Et vous voyez, je crois que pour ma famille et moi, ce qui était formidable, c'était... nous sommes très fiers de notre origine. J'ai publié un livre sur mes ascendances tchécoslovaques l'année dernière, bien sûr. Mais on est en même temps très, très désireux de contribuer à la société qui est la nôtre, qui nous a accueillis, même si ça n'est pas facile au début pour tout le monde. Et le fait de tout d'un coup se voir assigné à ses origines et victimiser tout ça pour rendre service à des politiciens qui veulent en faire un fromage électoral,
Personnellement, ce n'est pas la conception que j'ai de la démocratie et de la France. Vous avez fait référence à Weimar. Vous avez fait référence à certains élus, donc avec leur écharpe, qui cautionnent ou qui légitiment de telles manifestations. Vous faites référence ensuite à ceux qui cherchent à instrumentaliser politiquement ce peuple issu d'immigration. Globalement, vous faites référence à la mouvance, vous me corrigerez, LFI, France Insoumise. Est-ce que vous diriez que de ce point de vue, il y a une forme de bride de contrat démocratique de leur point de vue, une forme de rupture par rapport à l'esprit démocratique qui est le nôtre? La démocratie permet d'accommoder, si je puis dire, d'accommoder. Vous êtes venu du pays des accommodements raisonnables, une question, un sujet encore assez complexe, permet d'accommoder toutes sortes de choses. Mais il y a des moments où on est vraiment à la frontière. Et après, chacun en jugera, les électeurs en jugeront, mais la démocratie, ça veut dire quand même que nous formons un démos, c'est-à-dire un peuple, et que ce que nous avons en commun, fondamentalement, est supérieur à ce qui nous divise. Or là, ce que je crains, c'est qu'il y a un basculement qui fait passer ce qui nous divise avant ce que nous avons en commun. C'est-à-dire, le système quel est démocratique, c'est l'éclatement du pays. L'éclatement du le pays. Système démocratique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la démocratie représentative? C'est que les conflits que nous pouvons avoir, ils sont verbalisés à l'Assemblée nationale, ils se traduisent par la loi et par les débats, etc. Bon. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est en train de passer dans une autre dimension. Et ça m'inquiète. Vous pouvez la décrire, cette autre dimension? C'est-à-dire l'antichambre d'un éclatement C'est ce que je viens de dire. C'est-à-dire, si ce qui nous divise est plus important que ce que nous avons en commun, moi, je vois sur les réseaux sociaux le fait qu'on n'est plus le concitoyen de tel autre, mais tel autre est désigné comme un mécréant, comme un apostat, etc. C'est le séparatisme. Voilà, et c'est en fait ce que le président a appelé le séparatisme. Je vous rappelle que le discours sur le séparatisme a été fait aux Mureaux. Les Mureaux, c'est le commissariat auquel était attaché le commandant de police Jean-Baptiste Salvin, qui a été poignardé par la Rossi Abdallah avec sa compagne Jenissa Schneider à leur domicile devant leur petit enfant. Et là, on a une violence contre la police particulière. Et le procès de l'affaire s'ouvre donc demain. C'est important de le rappeler, on va y revenir. C'est un très lourd traumatisme, évidemment, pour les policiers et bien au-delà, pour la société française. Vous l'avez rappelé, c'est demain, lundi 25 septembre, que s'ouvre devant la cour d'assises spécialement constituée à Paris, Gilles Kepel, ce procès. On marque une courte pause, on va en parler également, évidemment, de la visite du pape, des propos sur les migrants et d'autres sujets. On vous attend. Merci d'être avec nous en direct, bien sûr, sur Europe 1 et CNews. Le grand rendez-vous en partenariat avec les Échos. Notre invité, Gilles Kepel, professeur des universités, spécialiste également du monde arabe. Vous avez été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à écrire sur l'islamisme. Et évidemment, avec ce qui se passe demain, c'est l'ouverture, vous l'avez rappelé, Gilles Kepel, du procès devant la cour d'assises spécialement constituée de Paris. Du procès, on l'a appelé de Magnanville. Rappelons que les deux policiers, Jean-Baptiste Salvin et sa compagne Jessica Schneider ont été égorgés à leur domicile à Magnanville devant leur petit enfant. C'est un très lourd traumatisme pour tous les policiers. J'allais dire le suspect, l'accusé n'est plus là. Que va-t-on juger demain ? Alors en fait, le procès va se tenir parce qu'il y a une personne qui est inculpée pour sa complicité éventuelle. Et le procès décidera si... la Cour décidera si cette accusation est valable ou ne l'est pas. Mais par-delà la dimension purement judiciaire, c'est un procès qui est important parce que on ne sait pas exactement comment les choses se sont produites à Magnanville. Par exemple, pour l'affaire de l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église à Saint-Étienne-du-Rouvray, ou l'attentat raté aux bonbonnes de gaz, on a établi toute la filière qui allait d'un donneur d'ordre de Daesh, le chef des opérations extérieures, qui s'appelait Rachid Qassem, qui a été tué en 2017 par un drone américain, tant qu'on le sache, et qui, à travers les réseaux sociaux, justement, on en parlait, mettait les gens en contact, désignait les cibles, etc. Et là, pour ce qui est de la Rossi Abdallah, le tueur, donc qui a été neutralisé par le RAID, on ne sait pas exactement, il était en contact, on ne sait pas comment les choses se sont passées, il a lu avant d'être neutralisé sur une application Facebook Live,
une incitation à tuer un certain nombre de gens, donc votre serviteur en tête de liste, et puis un certain nombre de vos collègues journalistes, un rappeur et autres. Et il n'avait pas le niveau intellectuel, qui était très faible, d'après ses avocats, lors d'un autre procès, puisqu'il avait été mis en prison après des faits de délinquance pour avoir tenté d'organiser des attentats dans une filière, en particulier au Pakistan. Et ça, on n'a pas complètement... on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Est-ce que quelqu'un lui a donné la liste? Est-ce qu'il était seul ou non pendant la commission de l'assassinat dans le pavillon des deux policiers, enfin la policière et sa compagne qui était employée du commissariat, qui n'est pas policière que je sache. Donc je crois que le procès devrait... On attend qu'il apporte la lumière sur ces faits. Et je crois que c'est un procès très important parce qu'il est justement à l'articulation entre Daesh comme organisation et d'autre part des individus qui peuvent s'emparer eux-mêmes en ayant vu des âneries sur les réseaux sociaux et des incitations à la haine. Et qui peuvent arriver jusqu'au domicile d'un commissaire. Alors voilà, il y a toutes sortes, d'éléments intéressants dans l'instruction à ce sujet, mais on est justement le procès a une grande importance pour comprendre la logique de cette violence dans notre société. Et justement, par rapport au fait qu'on a évoqué tout à l'heure sur le monde des réseaux sociaux, l'articulation entre cette violence, comment est-ce qu'un individu un peu faible intellectuellement peut tout d'un coup s'identifier à ce genre de choses, c'est un enjeu qui est très actuel. Bien évidemment, le procès, il est d'abord pour établir la culpabilité éventuelle d'un accusé et pour dire la justice, si vous voulez pas, y compris pour permettre qu'au nom de la société, on fasse le deuil, et que la famille fasse le deuil. Mais par-delà ce but principal, pour l'intellectuel ou l'universitaire, pour ceux qui suivent ces questions, il a une vertu cognitive fondamentale. Et Gilles Kepel, et pour les citoyens que nous sommes dans une période où le ministre de l'Intérieur a reconnu qu'il y avait une menace qui est toujours prégnante, conséquente, qui vise apparemment à la fois notre pays et la Suède. Dans notre pays, elle viserait peut-être des ministères. Est-ce que ce type d'attentat quand même ciblé, nous sommes rentrés dans le domicile d'un policier, dans le sein des saints, est-ce que c'est encore malheureusement possible? Aujourd'hui, il faut s'attendre. Personne ne peut le deviner, mais c'est un risque aujourd'hui qui est présent. Vous savez, il faut essayer d'anticiper. En 40 ans de travail sur ces mouvements, vous avez rappelé qu'effectivement, quand je suis parti en Égypte en 1980 pour étudier ces mouvements islamistes, l'islam politique qui surgissaient à l'université, moi j'étais comme tout le monde un étudiant gauchiste parisien. On avait la barbe, mais c'était celle de Che Guevara. De l'autre côté, c'était pas tout à fait la même. Et je me suis plongé dans cet univers avec beaucoup de curiosité et d'étonnement. À l'époque, mes collègues considéraient que c'était n'importe quoi, que ça n'existait pas, que ils étaient manipulés par le sionisme et l'impérialisme pour éviter que l'Égypte ne suive le progressisme tiers-mondiste ou l'Union soviétique ou que sais-je encore. Et puis ceux que j'ai suivis ont assassiné Sadat quand j'étais là. Et donc j'avais d'une certaine manière, je n'ose pas dire anticipé, mais accumulé un certain nombre de données sur ce phénomène, ce qui m'a permis assez rapidement de comprendre comment ça fonctionnait. Et dans la suite de ma carrière, justement, j'ai essayé toujours d'être à l'écoute de ce type de phénomène. Anticiper aujourd'hui. Voilà. Et vous voyez, je vous donne un tout petit exemple. En 2008, je trouvais sur l'Internet une espèce d'énorme chose qui traînait de 2000 pages d'un idéologue syrien d'origine qui avait fait des études en France à Jussieu, Abou Moussa Abessouri, à l'époque où le rhizome révolutionnaire de Gilles Deleuze était à la mode, et qui avait expliqué que Al-Qaïda c'était fini, c'était un système pyramidal et léniniste, il fallait privilégier le terrorisme en réseau, créer la guerre civile, multiplier les attaques justement contre les policiers, contre les infidèles, etc., pour susciter une cassure à l'intérieur de la société qui aboutirait à l'insurrection, etc. Et donc j'ai publié ça en 2008, c'est passé complètement inaperçu. Et quand Mohamed Merah est passé à l'acte en 2012, rappelez-vous, au moment de l'élection présidentielle française qui opposait en deuxième tour François Hollande et Nicolas Sarkozy,
Donc il y a eu les attentats de Mohamed Merah et le patron du renseignement de l'époque a déclaré circuler, il n'y a rien à voir, c'est un loup solitaire. Donc c'est toujours très important et on a perdu un temps fou. Est-ce que c'était du déni ou de l'aveuglement? Ça, vous lui demanderez. Mais en tout cas, Mais quels sont les signaux faibles aujourd'hui ? Si vous disposiez, si je puis dire, si vous étiez aux responsabilités, qu'est-ce que vous voyez en train de monter par rapport à ces phénomènes-là ? Mais ce qui m'inquiète beaucoup, c'est le phénomène de cette espèce de légitimation de la violence contre la police dont nous avons parlé tout à l'heure. Parce que je ne fais pas de procès d'intention aux représentants du peuple qui étaient là, mais il faut quand même faire attention que ça peut facilement déraper. Et donc derrière, il y a tout un logiciel de rupture, de violence à l'intérieur de la société. On est en tension. La question migratoire, on en parlera tout à l'heure. Le pape a parlé hier, je pense qu'il a fait une prestation magnifique, si vous voulez, on en reparlera. Mais cela étant, moi j'habite une partie de ma vie à Menton, juste à la frontière. Ce phénomène, je le vois tous les jours. Je sais bien comment les gens qui habitent là sont partagés, si vous voulez, entre une véritable compassion et en même temps une inquiétude sur le devenir de la société. Donc tout ça est propice à un grand nombre de tensions et c'est pourquoi la connaissance de ces phénomènes, dans leur complexité, est si importante. Mais du coup, est-ce que vous diriez que bien que Daesh ne soit plus l'organisation aussi puissante qu'elle était il y a quelques années, la menace terroriste, elle, de façon plus diffuse, est toujours aussi réelle, voire plus importante? Alors, effectivement, Daesh n'a plus aujourd'hui une capacité de projection, comme c'était le cas quand vous aviez ce Rachid Kassem, le fameux Oranais, qui bombardait les réseaux sociaux de menaces et surtout créait un système de liens et de passage à l'action. Ça n'existe plus. Daesh a été détruite, notamment par le renseignement, l'efficacité du renseignement qui avait enfin pas dépassé le stade de pénible que j'ai évoqué tout à l'heure, et également par les bombardements de la coalition et l'action des Kurdes au sol. Il faut bien se rappeler que les Kurdes, qu'on a tendance aujourd'hui à tenir comme quantité négligeable, voire à oublier, ont joué un rôle absolument fondamental parce que c'est eux qui ont fait le travail final. Et il y a encore aujourd'hui un certain nombre de Daeshiens français qui sont entre leurs mains, qui sont contrôlés par eux pour éviter qui ne nuisent dans la nature. Mais il me semble qu'aujourd'hui, justement, c'est ce que j'ai appelé c'est cette atmosphère. J'emprunte le terme, je ne sais pas si serait content que je le fasse, à mon regretté collègue Bruno Latour, le djihadisme abstrait, qu'il appelait les atmosphères du politique. Et je crois que là, on est confronté à un nouveau défi en termes analytiques. Il faut pas baisser la garde à ce sujet. Et la confusion que vous avez évoquée hier, alors peut-être que la personne à laquelle vous faites allusion était sincère, je n'en sais rien, mais les conséquences me semblent extrêmement préoccupantes et dangereuses. C'est pourquoi il faut, sans répandre la panique partout, il faut être extrêmement vigilant. La veille de ces phénomènes, c'est fondamental. Si des attentats se produisent de nouveau dans notre société, avec l'espèce d'hystérisation qu'on voit aujourd'hui en politique, on a un vrai risque. On entend votre alerte, Gilles Kepel. On va marquer une pause et en venir, vous l'avez évoqué, au discours du pape, aux propos à la fois à la main tendue du pape, évidemment, c'est ce qu'on attend de lui, mais aussi un devoir de lucidité aujourd'hui sur le sujet des migrants. Une courte pause et on se retrouve ensemble sur Europe 1 et CNews. À Marseille, le pape François a dénoncé, je cite, le manque de dignité infligé aux migrants. Il a affirmé que la Méditerranée, berceau de la civilisation, était devenue le tombeau de la dignité. Avant d'aller sur l'aspect plus politique de ces propos, Gilles Kepel, une première question. Comment vous avez vécu quand même cet événement qualifié d'historique, cette venue, cette visite du pape? Oui, c'était quelque chose d'extraordinaire du pape. S'exprimant dans la cité phocéenne. Il avait du reste déclaré plusieurs fois qu'il ne venait à Marseille, mais non en France. Alors ça pouvait être perçu de diverses manières, mais rappelons-nous que le pape est un jésuite de formation, et donc c'est quelqu'un qui fait prévaloir le discernement sur le texte. Sans doute a-t-il voulu dire, enfin je ne suis pas interprète de la pensée du pape, mais que Marseille était un symbole universel.
et justement d'une cité qui avait été fondée par des vagues d'immigration successives, la première d'ailleurs par les Grecs, puisque ça vient de Phocéa en Grèce, on dit la cité phocéenne, c'est une région de la Grèce, et donc c'est un port dans lequel se sont mêlées toutes sortes de populations originaires, principalement de l'Est, du Sud de la Méditerranée, les Arméniens qui sont venus là, les Grecs, et aujourd'hui Marseille est une ville dans laquelle la population algérienne, et notamment les Chaouis, ces berbères arabophones originaires d'Algérie, occupe un rôle absolument fondamental, une place fondamentale. Qu'il y ait une main tendue du pape, c'est tout à fait normal. Est-ce que selon vous, et là je m'adresse davantage aux politologues et aux professeurs des universités, est-ce que ce discours aujourd'hui fait une politique lucide et pragmatique? Parce qu'on avait l'impression qu'il donnait des leçons, si je puis dire, à certains pays, en l'occurrence la France. Le Gérald Darmanin a dit ici même sur ce plateau qu'on n'accueillerait pas un migrant de Lampedusa. Est-ce qu'il y a un choc aujourd'hui entre la réalité et ce genre de discours? Alors, si vous me permettez de revenir un tout petit peu en arrière pour me donner les éléments de contexte. Après tout, c'est le travail du professeur des universités, même si on me pousse actuellement en dehors de l'université, mais je garde encore le statut pour l'instant, oui. Je crois qu'il faut bien voir, je crois que le journal du dimanche a publié une carte très intéressante aujourd'hui qui montre la répartition du catholicisme dans les continents. Et le continent d'où est originaire le pape, avant que sa famille n'émigre du Piémont justement vers l'Argentine, il y a fort longtemps, le plus important, c'est l'Amérique latine. Et pour l'Église catholique aujourd'hui, dans sa compétition avec notamment l'évangélisme protestant qui, à coups de dollars et de miracles, est en train de lui tailler des croupières en Amérique latine, et avec le concurrent en Afrique qui est l'islam, il est très important de montrer, de faire comprendre, passer le message urbi et orbi, universel, que l'Église catholique, ce n'est pas simplement l'Église des civilisations riches, prospères et en déclin démographique du Nord, mais c'est également une religion, une Église, une vision du monde qui s'adresse aux populations du Sud en croissance démographique. C'est un enjeu à la fois d'équilibre entre les différentes puissances, blocs religieux, si vous voulez, qui sont en concurrence à l'échelle de la planète. Et c'est aussi, pour lui, et à Marseille, on l'a vu, c'est aussi une manière d'essayer, à mon sens, de montrer que le catholicisme a la volonté d'une très grande inclusion. À preuve, ce qui s'est passé à Marseille, je n'y étais pas, les reportages qu'on a vus, c'est-à-dire qu'une grande partie d'acteurs culturels, politiques, syndicaux, sportifs, etc., originaires de la population musulmane de Marseille, sont allés voir le pape, non pas du tout dans une perspective d'hostilité dogmatique comme celle qu'on a évoquée tout à l'heure, mais au contraire dans une logique de main tendue. Alors, j'entends bien, après, les gens qui vont me dire « Oui, mais... » C'est pour ça que je vais vous laisser parler. Oui, mais est-ce que tout ça, ça n'est pas finalement des bons sentiments, du jus de cervelle peut-être Mathieu Bock-Côté vous pose la question. Donc vous êtes là pour me poser cette question. Vous anticipez la question en quelque sorte. D'un côté, vous parlez très justement d'un message d'inclusion, de justice. De l'autre côté, est-ce que le propos du pape parlant de Marseille comme symbole, est-ce que le symbole de Marseille tel qu'il nous le présente correspond à Marseille telle qu'elle devient? Est-ce que son propos correspond, on pourrait dire, une sociologie minimalement réaliste de ce que devient l'Europe sous les vagues migratoires aujourd'hui? Alors, vous avez plusieurs manières de le voir. Effectivement, Marseille, le pape et le cardinal Aveline également ont insisté sur l'esprit de l'OM. Et finalement, le grand héros français, c'était Zizou, le footballeur d'origine kabyle marseillais. Et je me souviens d'ailleurs, je le raconte dans le livre, que à la fin des années 1980, j'avais fait une enquête à Marseille et j'étais allé à la cité de la Castellane. D'où j'ignore. Zizou n'était pas connu, il avait 13 ans à l'époque. Et en allant dans une salle de prière en formation à l'époque, j'avais dû prendre place Tartane, un ballon tiré par un gamin dans la figure. C'était peut-être lui qui aurait ce destin extraordinaire. Et j'avais demandé à la personne que je voyais dans la discussion, poser une question qui serait très facile à poser aujourd'hui, qui était la suivante. Au fond, en termes nationalistes, est-ce que vous êtes algérien, est-ce que vous êtes français?
Et il m'avait répondu avec un accent très fort que je peux imiter, étant niçois, donc j'ai le droit d'imiter l'accent marseillais. Je suis ni français ni algérien, je suis marseillais et musulman. Et c'était très intéressant parce qu'on voyait bien comment, au fond, face à deux États qui se déchiraient son allégeance, cette personne avait à la fois les pieds dans la glèbe, le turf marseillais, et la tête dans une spiritualité qui lui permettait de négocier son nationalisation. Il y a peut-être cette singularité marseillaise, mais vous parlez d'une enquête, c'était dans un livre. Vous étiez allé à la fois à Marseille, vous étiez allé aussi dans les quartiers populaires, dans mes souvenirs de Roubaix, de Tourcoing, et vous aviez constaté dans ce livre-là que ces populations immigrées n'étaient pas contre le discours à l'époque du Front National, qu'il y avait peut-être un lien avec parfois des discours anti-immigrés. Cela avait provoqué un peu de crispation à ce moment-là. Oui, enfin, l'enquête dont je parle, donc Zizou avait 13 ans, c'est-à-dire c'était en 1987. L'autre, celle à laquelle vous faites allusion, c'était 25 ans plus tard. Et justement, j'avais pu voir une évolution qui, dans les années 80, disons, le propos, l'objectif de l'intégration, sous des formes diverses, est encore extrêmement fort, extrêmement visible. 25 ans plus tard, il y a eu quand même un changement, notamment après ce qui était passé à Clichy-Montfermeil en 2005. Et on avait passé avec une équipe de l'Institut Montaigne une année entière, 5 ans plus tard, à Clichy-Montfermeil dans l'agglomération, pour examiner tous les aspects du problème, de l'éducation, à la sécurité, au travail, à l'emploi, à la religion, à la politique politicienne locale aussi, dont on a parlé tout à l'heure. Et là, on avait vu justement que l'évolution de la société avait construit justement une dimension communautariste beaucoup plus importante que ce qu'on avait observé 25 ans plus tard. La question qui se pose, j'ai votre question en tête, hein, la question qui se pose, c'est justement, est-ce que dans la machine marseillaise, cette espèce d'incubateur marseillais gigantesque, est-ce que les éléments qui produisent, si j'ose dire, le profil Zizou, c'est-à-dire celui qui va incarner la France, ou bien est-ce que ceux qui produisent des profils qui, au contraire, sont en opposition et s'instruisent dans le séparatif, qu'est-ce qui va l'emporter? Quand le pape François condamne l'assimilation, est-ce qu'il participe à l'occupation de nouveaux Zizou ou est-ce qu'il participe à la désintégration? Alors, il a condamné l'assimilation, selon les termes que vous avez, mais en même temps, il a favorisé, je ne sais plus quel est le terme qu'il a utilisé, pas l'accueil, mais le fait que, justement, les individus qui arrivent de l'étranger puissent avoir des conditions de vie qui vont leur permettre de jouer leur rôle dans la société. Et de conserver leur culture et leurs mœurs. Alors là aussi, c'est tout à fait... le problème est là. C'est-à-dire que, comme on l'a dit tout à l'heure, personnellement, je ne fais pas un fromage électoral ou commercial de mon identité tchécoslovaque d'origine, d'autant plus que la Tchécoslovaquie n'existe plus, donc l'affaire est réglée. Mais j'en suis très fier d'avoir un père d'origine tchécoslovaque ou d'une mère montanaise. Vous voyez bien ce dont on veut parler, voilà, c'est-à-dire quand des jeunes femmes portent la baya, est-ce qu'elle... La question tchèque se pose assez peu en France aujourd'hui. La grande question, vous me vexez en disant ça. Est-ce que le discours du pape est audible dans la société française? Oui, bien non, mais c'est l'argument c'est la première partie de mon raisonnement. La deuxième, c'est à partir d'où est-ce que ça se renverse complètement? Donc, la question n'est pas, je répondais à Sonia, la question qu'on puisse souhaiter se référer à sa culture d'origine réelle, symbolique ou imaginaire, pour en faire un élément de la construction de ce que c'est que la France aujourd'hui. Bon, je ne veux pas dire les Français aiment le couscous, c'est pas ça le problème, mais c'est tout à fait normal. Et toutes les sociétés se sont construites en assimilant justement des éléments exogènes, en les indigénisant, si j'ose dire, et en les faisant eux-mêmes. La question, c'est à partir de quel moment est-ce que ces éléments l'emportent sur la cohésion de la société et aboutissent à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire les logiques de séparatisme. Et pour vous, on en est là? C'est le dilemme qui se passe aujourd'hui. Je crois que moi, je suis toujours optimiste de nature. Hein. J'ai survécu un certain nombre d'avanies dans mon existence, et donc ce qui ne vous tue pas vous renforce, selon l'expression du Canada anglophone. Mais néanmoins, je crois qu'il faut aujourd'hui avoir les yeux bien en face des trous et disposer des éléments de connaissance. Le discours du pape, pour revenir à ce que Mathieu Bocoté m'a dit tout à l'heure, il était un discours très enthousiaste, un discours d'inclusion,
un discours qui, effectivement, venait après le drame qui s'est produit avec les migrants qui sont morts dans la mer. Et vous savez que dans sa propre histoire familiale, il y a eu le naufrage, il aurait pu y avoir le naufrage de ce bateau, la Principesse Mafalda, qui allait de l'Italie, du Piémont jusqu'à l'Argentine et qui a fait naufrage au large des côtes d'Argentine. Tout ça, c'est très présent. Mais justement, quand on traite ce cas, il faut voir la question de sa totalité. Par exemple, comment sont arrivés les migrants à Lampedusa? Ils sont arrivés parce qu'ils ont tous été expulsés des quartiers où ils étaient en Tunisie, amenés par bus sur une plage où les attendaient des petits bateaux qui les ont amenés à Lampedusa. Donc là, vous avez quand même une question qui se pose sur ce qui s'est passé du côté des autorités tunisiennes. Donc vous savez que le président a un propos extrêmement dur contre les migrants africains qu'il a accusés de polluer, de souiller l'identité de la Tunisie. Ensuite, il va y avoir une négociation avec l'Union européenne pour qu'il garde sa frontière. Donc, si vous voulez, on est dans une logique où nos partenaires d'Afrique du Nord aussi ont une responsabilité et doivent se poser des questions, et en particulier quand l'Union européenne subventionne leur politique. On va continuer à en parler, Gilles Kepel, parce qu'il y a des considérations politiques, géopolitiques. Vous avez eu cette phrase, il faut avoir les yeux en face des trous et ne pas être dans le déni ou l'aveuglement. Ça vaut aussi pour l'idéologie wokiste. Vous en avez été, si je puis dire, une victime. Et on va en parler, c'est la dernière partie et qui fait référence aussi à votre livre. À tout de suite. La suite du grand rendez-vous en direct. Notre invité ce dimanche, Gilles Kepel, professeur des universités. Et vous dirigez auparavant, Gilles Kepel, le master Moyen-Orient, Méditerranée à l'École normale supérieure, enseignement qui a été supprimé. Subrepticement. Sans même qu'on me demande mon avis d'ailleurs. Confronté, dites-vous, à la déferlante de la religion woke à l'université. Est-ce que vous diriez aujourd'hui, certains disent que c'est un petit peu des minorités qu'on en fait trop. Est-ce que vous vous dites que ce sont des minorités ou est-ce que vous dites non, cette idéologie est en train de tout submerger? À l'université, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'époque où, quand j'étais jeune militant gauchiste, le marxisme, d'abord le Parti communiste, qui était dominé à l'université après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi la pensée gauchiste était complètement dominante dans les sciences humaines, si vous voulez, alors avec ses divers avatars, etc. Puis ensuite, elle s'est décomposée en toutes sortes de choses dont on peut aujourd'hui faire son miel, même si j'ai rappelé que finalement, je me suis beaucoup interrogé sur le rapport entre Gilles Deleuze et sa théorie du rhizome révolutionnaire et la façon dont ça avait percolé pour les idéologues précurseurs de Daesh. Mais effectivement, c'est le cas aujourd'hui. Je trouve quand même que j'ai l'âge que j'ai et que je prenne ma retraite, c'est très bien, même si on me pousse le plus vite possible dehors pour que je disparaisse, je ne puisse plus enseigner. Mais il me semble quand même que les thèmes que nous avons évoqués aujourd'hui ne sont pas totalement inexistants dans la société française et que continuer à les étudier par d'autres, je ne suis pas éternel, bien sûr, même qui pensent des choses très différentes, mais qu'on étudie ce genre de choses, c'est quand même un impératif pour notre université. On ne peut pas être démuni par rapport à ça. Mais là, il y a un interdit. La vingtaine de livres que j'ai publiés depuis 40 ans, traduits en autant de langues, ne sont pas nuls et non avenus, je pense. Et tout d'un coup, c'est vraiment l'éradication qui est l'objectif, et le remplacement par une autre manière de voir les choses qui est complètement idéologique. Alors, par exemple, on n'étudie plus le monde musulman et arabe et méditerranéen. On étudie le Sud global, qu'on dit d'ailleurs en anglais, parce que on ne pense aujourd'hui la pensée des coloniales, etc., s'exprime en anglais. Quand j'étais jeune, c'était la langue de l'impérialisme américain. Aujourd'hui, on avale, tel l'appât, l'hameçon et toute la ligne, tout ce qui vient des universités entre Berkeley et Harvard, sans s'interroger sur la relation entre ces universités, les grandes multinationales américaines qui en financent le budget, etc. Donc on avale béatement tout ce qui vient des États-Unis, et que ce soit donc ce qu'on appelle l'idéologie woke. Woke vient d'une manière de prononcer le terme awake, c'est-à-dire on est éveillé. Moi j'ai dit il faut avoir les yeux en face des trous, on me dit il faut être éveillé. Donc c'est la déconstruction générale, concept qui vient de chez nous, puisque c'est
En fait, l'idéologie woke, c'est ce qu'on appelle en anglais la French theory, c'est-à-dire une sorte de méli-mélo fait des traductions anglaises simplifiées de Jacques Derrida, de Michel Foucault, etc., que nous avions envoyés aux États-Unis à l'époque, pensant leur envoyer la peste et les détruire, mais qui nous ont envoyé c'est de notre faute alors. packagé, si vous voulez, comme un produit de grande distribution. Mais comment ça se manifeste très concrètement? C'est-à-dire que, par exemple, des personnalités comme vous, Gilles Kepel, vous êtes poussé vers la sortie, d'autres sont censurés, certains ne peuvent même pas avoir accès. Ça se manifeste comme ça? Vous sentez une pression de lobby, Oui, de groupe Voilà, et de plus en plus, si vous voulez, avec les nominations au niveau des maîtres de conférences, les sujets qui sont choisis, les thèses, etc., on voit globalement aujourd'hui sur les études arabes, l'essentiel des travaux que vous avez soutenus sont en phase, enfin pour les études contemporaines, c'est gender dans le machin, c'est LGBT à l'époque ottomane, qui sont des sujets qui ont leur légitimité, bien sûr, je n'en disconviens pas, tout sujet a sa légitimité, mais la manière dont mes étudiants et moi-même avons pu travailler aujourd'hui est totalement déconsidérée. Mais vous avez senti que cette vague vous a frappé soudainement ou vous l'avez senti monter peu à peu? Je l'ai senti monter peu à peu au fur et à mesure que ce que je faisais commençait à être regardé avec horreur par mes collègues. Pas par les étudiants d'ailleurs. Quand j'avais l'amphi à Sciences Po, c'était le cours le plus recherché. Mais tout d'un coup, on m'a signifié que je n'avais plus le droit d'enseigner. Vos propres collègues? Oui, bien sûr. Qui à la place, qui ont mis de l'idéologie des coloniales, woke, etc. Donc, on voit ce qui se passe aujourd'hui. Et bon, après, je plaide pas pour ma paroisse. Moi, j'ai enseigné pendant 40 ans. Personnellement, je m'en fiche. Oui, ce sont des études, et vous le dites, des réflexions très importantes. Aujourd'hui, comment les restaurer? Comment lutter contre ce mouvement? Je crois que là, il y a quand même une responsabilité qui se pose. Il y a une secrétaire d'État ou une ministre à l'enseignement supérieur, il y a un conseil des programmes, il y a quelque chose qui devrait au moins faire l'objet d'un débat. Mais ils ne jouent pas leur rôle. Rappelez-vous, ne joue pas son rôle. Frédéric Vidal qui disait « Je m'inquiète de l'islamo-gauchisme à l'université ». C'était la formule de ce moment-là, ce n'est pas exactement le wokisme. L'ensemble du milieu universitaire a dit « De quoi vous mêlez-vous » et de toute façon, c'est faux. Et elle-même était revenue sur ses propos. Bien sûr, oui, alors je ne sais pas vous, même si Mme Vidal est originaire d'un petit village qui n'est pas très loin du mien sur la côte d'Azur, je ne suis pas tout à fait d'accord. Je crois qu'elle n'a pas pris du tout la mesure du problème. Je lui en avais parlé. Mais je veux dire, la vive réaction, lorsque le problème est mentionné, ça en dit beaucoup sur ce que devient l'institution. Oui, je ne suis pas sûr qu'elle-même le pensait, mais effectivement, ça vous donne une idée du rapport de force aujourd'hui. Et moi, ça me préoccupe beaucoup, que je suis tout à fait ouvert à ce qu'il s'exprime, puisque l'université est dans le pluralisme et elle est là pour la confrontation des idées, etc. Mais là, maintenant, c'est plus de ça qu'il s'agit. Il s'agit d'imposer le silence à ceux qui ne pensent pas contre eux par des mesures diverses. Au moment où on ne m'a pas attaqué directement, on m'a simplement pousser le plus vite possible vers la sortie, et surtout, ce qui, à la limite, c'est normal, je n'ai pas vocation à être éternel, mais surtout, je vois ce qui va me succéder, ce qui est là pour me remplacer, et je me pose d'importantes questions. D'importantes questions. En tout cas, il y a des pistes que nos téléspectateurs et nos auditeurs peuvent d'ores et déjà retrouver dans votre livre « Prophète en son pays », Gilles Kepel aux éditions de l'Observatoire. Merci de nous avoir consacré cette heure de réflexion et puis évidemment de prospective avec vous. Je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barret. À très bientôt Gilles Kepel et bon dimanche à tous sur nos deux antennes respectives bien sûr.